Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des sectes. Et pour cela, nous allons nous baser sur les écrits de Robert Greene, issus du livre Les 48 lois du pouvoir, pour aborder ce sujet. Donc Robert Greene, éminent auteur connu pour ses livres sur le pouvoir, la séduction et la manipulation, nous dit dans son bouquin que les êtres humains ont un irrésistible besoin de croire en quelque chose. Devenez l'épicentre de ce désir en leur offrant une cause à soutenir, une nouvelle foi à suivre. Vos paroles doivent être vagues mais pleines de promesses. Mettez l'accent sur l'enthousiasme plutôt que sur la rationalité. Donnez à vos disciples des rituels à accomplir, demandez-leur des sacrifices. À l'absence d'une religion organisée et de grandes causes, votre nouveau système de croyance vous apportera un inestimable pouvoir. Se faire de fervents adeptes est le moyen le plus efficace, avec un moindre effort pour un maximum de résultats, pour acquérir un maximum de pouvoir. Non seulement vos disciples vous vénèrent, mais ils vous défendront contre vos ennemis et font volonté du prosélytisme. Ce type de pouvoir vous met d'emblée sur un tout autre plan. Vous n'aurez plus à vous battre ni à utiliser des subterfuges pour faire prévaloir votre volonté. Vous êtes plus qu'un simple homme, vous êtes infaillible. L'être humain est un animal qui a désespérément besoin de croire en quelque chose, en n'importe quoi. Cela le rend éminemment crédule. Il ne peut supporter les longues périodes de doute et de vide que laisse l'absence de foi. Faites-lui miroiter une nouvelle cause, un élixir miracle, un moyen de s'enrichir sans peine, la trouvaille technologique en vogue ou la dernière tendance en matière d'art. Il sautera hors de l'eau comme un poisson pour gober l'appât. Pour ça, il suffit de relire l'histoire. La chronique des cultes et autres sectes pourrait remplir une bibliothèque. Avec un recul de quelques siècles, décennies, années ou mois, ces engouements se sont révélés ridicules, mais au temps de leur splendeur, ils furent tous attrayants, transcendants et divins. Toujours pressés de croire en quelque chose, on fabrique des saints et des croyances à partir de rien. Ne laissez pas cette crédulité se perdre. Devenez objet de vénération. Faites-vous rendre un culte par votre entourage. Les plus grands charlatans d'Europe, au XVIe et XVIIe siècle, maîtrisaient parfaitement cet art. Ils vivaient, comme nous maintenant, une époque de transition. La religion établie était sur le déclin, et parallèlement la science prenait son essor. Les gens cherchaient désespérément une nouvelle cause, une nouvelle foi. Les charlatans ont commencé par colporter des élixirs de longue vie et des pierres philosophales censées apporter la richesse. Passant de ville en ville, ils ont d'abord ciblé des petits groupes jusqu'à ce que par hasard ils découvrent une caractéristique de la nature humaine. Plus une foule est nombreuse, plus il est facile à manipuler. Les charlatans montaient sur une haute estrade en bois et la foule aussitôt s'agglutinait. L'effet de groupe rend les gens primaires, prisonniers de leur subjectivité, moins capables d'exercer leur raison. Si le charlatan leur avait parlé individuellement, ils ne l'auraient peut-être pas pris au sérieux. Mais perdus dans la foule, ils étaient saisis d'une fièvre collective qui les menait à tous les excès. Ils perdaient leur capacité de se distancier, leur sens critique. Tous les inepties des charlatans étaient gobés sous l'effet de l'enthousiasme de masse. La passion se répandait par contagion, comme une épidémie, et toute semence de doute était éradiquée par la violence. Les charlatans alimentèrent cette dynamique pendant des décennies et s'adaptèrent spontanément à toutes les situations. Ils perfectionnèrent la science d'attirer et de tenir en haleine une foule, de transformer ses membres en partisans et les partisans en disciples. De nos jours, les combines des charlatans semblent désuètes, mais il y a encore parmi nous des milliers d'imposteurs qui continuent d'utiliser les méthodes éprouvées de leurs prédécesseurs, même si les noms des élixirs ont changé et si les cultes ont été quelque peu mis au goût du jour. On les trouve dans tous les domaines de la vie, affaires, mode, politique, art. Beaucoup sont les héritiers de cette tradition sans même en connaître l'histoire. Mais c'est un mécanisme qui se prête à une analyse systématique et réfléchie. Robert Greene nous livre alors les 5 étapes pour créer une secte. Évidemment, le but de cette vidéo, je n'ai pas à le préciser, mais je le précise quand même, n'est pas que vous soyez à la tête d'une secte avec des adeptes qui vous vénèrent. Au-delà d'une simple transmission de savoir, l'objectif est également que vous ne soyez pas manipulable, mais surtout que vous ayez les armes nécessaires pour vous préparer à l'avenir. Donc la première règle est de rester vague et être simpliste. Pour créer une secte, il faut d'abord attirer l'attention, non par des actions claires et lisibles, mais par des mots vagues et trompeurs. Vos premiers manifestes devront comporter deux éléments. D'un côté, la promesse de quelque chose de grand, de nature à révolutionner la vie de chacun, et de l'autre un flou total. Cette combinaison stimulera toutes sortes de rêves. Chacun aura ses propres associations d'idées et y verra ce qu'il veut y voir. Pour rendre attirantes vos promesses fumeuses, utilisez des mots puissamment évocateurs, mais d'un sens assez général, des mots qui parlent d'emblée à l'inconscient collectif. Des termes ronflants pour désigner des choses simples sont utiles, ainsi que l'utilisation de chiffres et de néologismes pour chaque pseudo-concept. Cela créera une impression de savoir spécifique et une apparence de profondeur. De même, essayez de rendre votre sujet si nouveau que peu le comprennent vraiment. Correctement utilisé, la combinaison de vagues promesses, de concepts brumeux, mais attractifs et d'un enthousiasme
ardent touchera la corde sensible et un groupe se formera autour de vous. Néanmoins, attention si vous parlez de manière trop vague. Vous manquerez de crédibilité. Mais il est encore plus dangereux d'être spécifique. Si vous expliquez en détail les bénéfices que l'on peut tirer de votre méthode, on exigera de vous des résultats concrets. En corollaire à ce flou, vos solutions doivent être simples. La plupart des problèmes humains ont des causes complexes, des névroses profondément enracinées, des facteurs sociaux inextricables, des prédispositions familiales excessivement difficiles à démêler. Peu de gens ont la patience d'effectuer ce travail sur eux-mêmes. Ce qu'ils attendent, c'est une recette miracle. Si vous la leur offrez, vous aurez un succès fou et une foule de disciples. Au lieu d'explications compliquées de la vie réelle, retournez aux croyances ancestrales, aux bons vieux remèdes de grand-mère et aux mythiques panacées. La deuxième règle est de faire appel au sens plus qu'à l'intellect. Une fois qu'un groupe d'adeptes a commencé à se former autour de vous, deux embûches menacent, l'ennui et le scepticisme. L'ennui les ferait fuir, le scepticisme leur donnerait le recul nécessaire pour analyser rationnellement ce que vous leur offrez, en jugeant vos idées à leur juste valeur, sans se laisser influencer par vos savantes mises en scène. Il vous faudra donc amuser ceux qui s'ennuient et décourager les cyniques. Le meilleur moyen d'y parvenir est de mettre l'accent sur le théâtral, le spectaculaire. Entourez-vous de luxe, épatez vos partisans par votre splendeur, remplissez-leur les yeux de spectacle. Non seulement ils ne verront pas ce que vos idées peuvent avoir de dérisoire ou de creux, mais cela attirera encore plus d'attention, donc plus de disciples. Faites appel au sens, l'odorat, l'ouïe, la vue. Vous pouvez même exciter leur intellect, par exemple à l'aide de gadgets technologiques dernier cri qui donnera à votre secte une allure pseudo-scientifique, du moment que vous ne faites pas trop réfléchir vos adeptes. Utilisez des références exotiques, des coutumes étrangères pour créer des effets de scène et transformer les événements les plus banals en signes investis d'une signification extraordinaire. La troisième règle est d'imiter les structures religieuses. Votre cercle des disciples s'élargit. Il est temps de vous organiser. Trouvez un cadre qui soit à la fois rassurant et plein de dignité. Les religions organisées ont longtemps exercé une autorité incontestable sur un grand nombre de gens et continuent à le faire, même en notre époque réputée profane. Et malgré le déclin des religions en général, celles-ci possèdent encore une aura de pouvoir. Les nobles et saints assemblées religieuses sont restés en modèle. Créez des rites, classez vos disciples selon un ordre hiérarchique en fonction de leur degré de sainteté. Donnez-leur des noms et des titres aux résonances mystiques. Exigez d'eux des offrandes qui rempliront vos coffres et accroîtront votre pouvoir. Pour mettre l'accent sur la nature quasi religieuse de votre organisation, parlez et agissez en prophète. Ne vous affichez pas comme dictateur. Vous êtes un prêtre, un gourou, un sage, un chaman. Vous êtes n'importe quoi, à condition de cacher votre pouvoir réel derrière les volutes de l'encensoir. La quatrième règle est de ne jamais révéler vos sources de revenus. Votre groupe a grandi et vous l'avez structuré un peu comme une église. Vos coffres commencent à se remplir avec les contributions de vos disciples. Pourtant, vous ne devez jamais paraître avide d'argent ni de pouvoir. C'est le moment de cacher vos sources de revenus. Vos disciples veulent croire que, s'ils vous suivent, il en résultera pour eux toutes sortes de bénéfices. En vous entourant de luxe, vous devenez la preuve vivante de l'efficacité de ce que vous prenez. Ne révélez jamais que vous vous enrichissez sur le dos de vos adeptes. Imputez votre fortune grandissante à la véracité de vos principes. Ils copieront chacun de vos gestes en leur attribuant le pouvoir de leur apporter les mêmes avantages, et leur enthousiasme les aveuglera sur la source de votre richesse. La cinquième règle est de désigner un ennemi. Le groupe est maintenant large et prospère. C'est un aimant qui attire de plus en plus de limailles. Attention à l'inertie. L'ennui désolidariserait le groupe. Pour maintenir sa cohésion, suivez l'exemple de toutes les sectes et religions avant vous. Créez la dynamique du nous contre eux. Tout d'abord, assurez-vous que vos adeptes se croient membres d'un club exclusif, unis par des objectifs communs. Renforcez ce lien en désignant un méchant qui veut vous nuire, une armée d'infidèles tapis dans l'ombre. Toute voix qui s'élèvera pour dénoncer la nature charlatanesque de votre système sera désormais montrée du doigt comme appartenant à cette force sournoise. Vous n'avez pas d'ennemis? Inventez-en un. Si vous leur livrez un homme de paille contre lequel s'indigner, vos disciples vont se serrer les coudes et former un front uni avec une cause à défendre et des infidèles à exterminer. Robert Greene nous parle alors de l'aimant. L'aimant est une force d'attraction invisible, et les objets qu'il a attirés deviennent à leur tour magnétiques, attirant à leur tour d'autres éléments à eux. Ainsi, le pouvoir magnétique de l'ensemble augmente irrésistiblement. Mais si vous retirez l'aimant, tout s'écroule. Devenez l'aimant, la force invisible qui polarise l'imagination des gens et les tient ensemble. Une fois qu'ils adhèrent à vous, aucune force ne pourra les en arracher. Le charlatan acquiert un grand pouvoir en offrant simplement la possibilité aux hommes de croire ce qu'ils voulaient croire de toute façon. Les crédules ne peuvent pas garder leur distance. Ils s'agglomèrent autour de Thaumaturge, entrent dans son aura et s'abandonnent à l'illusion avec une lourde solennité, comme du bétail.
Une bonne raison de faire des adeptes est qu'un groupe est souvent plus facile à manipuler qu'un individu et vous confère beaucoup plus de pouvoir. Il y a pourtant un danger. Si le groupe voit clair dans votre jeu, vous vous retrouvez face non pas à un naïf trompé, mais à une foule en colère qui vous brûlera avec autant de fougue qu'elle vous a adoré. Les charlatans frôlaient constamment ce danger. Ils se tenaient en permanence prêts à la fuite, au cas où leurs élixirs se révéleraient inefficaces et leurs idées des impostures. S'ils tardaient, ils le payaient de leur vie. En jouant avec la foule, vous jouez avec le feu. Et il vous faudra rester sur le qui-vive. Sentir la moindre étincelle de doute. Démasquer tout ennemi capable de retourner vos zélateurs contre vous. Quand on joue avec l'affectif irrationnel de la masse, on doit savoir s'adapter en un clin d'œil à toutes ses humeurs et à tous ses désirs. Il faut avoir des espions, rester au-dessus de la mêlée et garder ses valises prêtes. Pour cette raison, il est souvent prudent de ne traiter qu'avec des personnes prises individuellement. Le fait de les isoler de leur milieu habituel peut avoir le même effet que de les mettre en groupe. Cela les rend plus réceptives à la suggestion et à l'intimidation. Choisissez bien le crédieux que vous voulez tromper. S'il finit par voir clair dans votre jeu, il vous sera beaucoup plus facile de lui échapper que d'échapper à une foule. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci pour votre écoute et à très bientôt.